Dites, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo à MHE. Ça vous dit? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Entrée en lice. Aujourd'hui on va parler d'une arme que j'affectionne tout particulièrement, c'est d'ailleurs mon arme préférée dans le cadre des AMHE, et je parle bien sûr de l'épée de côté. L'épée de côté, c'est une épée, sans déconner. Elle est utilisée à une main et elle a existé principalement entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle pour finir par totalement disparaître au début du XVIIe. Elle porte le nom épée de côté tout simplement parce que c'était une épée qui était portée au côté de la ceinture. On parlera par exemple de spada da lato en italien, littéralement épée latérale, ou encore espada ropera en espagnol, qui signifie épée de robe, donc épée portée aux côtés de la robe si on veut. Mais comme beaucoup de termes d'armes, c'est une traduction moderne pour la distinguer des autres modèles d'épées aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les termes comme spada da lato, ça inclut toutes les épées qu'on pouvait porter à la ceinture, et non pas un type d'épée en particulier. Il n'est donc pas rare de voir ce terme être utilisé pour désigner une rapière par exemple, voire même des épées longues. La frontière entre l'épée de côté et la rapière est d'ailleurs extrêmement floue, car bien que l'arrivée de la rapière soit plus tardive, ces deux armes ont cohabité dans l'espace européen, et c'est vrai que d'un point de vue visuel, elles sont quand même assez proches. En fait, ce qu'on appelle épée de côté aujourd'hui, il faut voir un petit peu ça comme une proto-rapière. Une arme qui a servi à faire la transition entre les épées médiévales comme celle-ci, et la rapière. Pour résumer très grossièrement, du fait d'arts martiaux privilégiant de plus en plus les coups d'estoc, de par la létalité beaucoup plus importante d'une estocade par rapport à un coup de taille, et en plus du fait que quand on tente une estocade, on s'expose beaucoup moins à une riposte adverse. Les lames sont donc redevenues de plus en plus longues, mais aussi de plus en plus fines pour compenser le poids vu qu'on les utilise qu'à une main. Ce qui a fini par donner la rapière que l'on connaît aujourd'hui. Évidemment, là je résume très fortement, on sera plus précis le jour où je ferai une vidéo sur la rapière. Mais alors attention, ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire de coup de taille avec une rapière, c'est d'ailleurs même très efficace. Bien qu'il n'existe finalement pas vraiment de normes et de définitions pour parler des épées de côté, certaines par exemple vont juste être des épées médiévales juste avec une garde un peu plus sophistiquée, alors que d'autres vont vraiment se rapprocher de ce qu'est une rapière. Mais on peut quand même faire une moyenne de tout ça et retirer des caractéristiques typiques pour l'épée de côté. La taille de la lame fait en moyenne 80 cm, pour une longueur totale de l'arme de 100 cm. La lame est plutôt large par rapport à une rapière, même si on retrouve des modèles avec des lames assez fines, comme par exemple le modèle que j'utilise. Et on retrouve généralement un ricasso large, avec une lame affûtée des deux côtés et conçue pour être utilisée de taille comme des stocks. La garde possède généralement ce qu'on appelle des padanes, ne me demandez pas du tout pourquoi ça s'appelle comme ça, qui permet d'augmenter la protection à la main, et aussi de glisser son index plus en avant afin de permettre d'avoir une meilleure maîtrise de l'arme pour les tailles, mais aussi pour le travail au fer. Ce genre d'épée, elle a été utilisée dans des contextes plutôt variés. Il faut déjà savoir qu'elles nous viennent certainement d'Italie, et elle a très vite été exportée dans l'espace ibérique puis le reste de l'Europe. On rattache surtout énormément cette arme à la tradition bolognaise, grande tradition de plat de pâtes typique italien. Pardon, ça c'est ma liste de courses. Alors attendez, grande tradition, voilà. Je reprends. Grande tradition d'escrime italienne dont les noms de maîtres d'armes les plus connus sont notamment Manciolino et Marozzo, mais on y viendra juste après dans les différentes démonstrations. Les épées de côté pouvaient être des armes militaires. On retrouve parfois d'ailleurs la dénomination de rapière militaire dans ce cas de figure. On peut notamment penser aux troupes des Rodeleros en Espagne qui combattaient avec une rodella, que l'on connaît sous le nom de rondache en France. Et bien qu'on n'en soit pas tout à fait certain, c'est encore sujet à débat, il est possible que ces troupes combattaient avec des épées de côté, car ce genre d'association est souvent très présente dans les différents traités d'armes. On peut même parfois voir des peintures d'époque de princes posées en armure avec des épées de côté, ce qui renforce le fait que l'utilisation dans un cadre militaire semble assez avérée. De plus, Marozzo précise dans son traité avoir formé plusieurs militaires à cette arme. Mais l'utilisation la plus courante, en tout cas celle que l'on retrouve le plus dans les sources qu'on a retrouvées, elle nous vient de l'escrime civile, sous-entendu pas utilisée dans un contexte de guerre ou militaire. On est alors plutôt dans des contextes d'autodéfense et de duel, comme d'ailleurs je vous l'avais très largement exposé dans mon épisode sur l'utilisation de la double épée. Souvent, cette arme est présentée en premier lieu dans les traités d'armes, notamment les Bologais, et elle sert de base pour permettre d'appréhender correctement les autres armes que l'on retrouve souvent dans ces traités comme la pertuisane ou la spadone par exemple. Et bien qu'on puisse l'utiliser seule, elle est très souvent accompagnée d'une main gauche,
que ce soit défensive ou offensive. Je pense notamment à la dague, la bocle, la cape ou encore l'arrondage, comme je vous l'ai dit juste avant. Pour les petites phases de démonstration, on va montrer que l'épée seule, et certainement que dans d'autres épisodes, je vous présenterai les petites copines de la rapière et de l'épée de côté. Pour les démonstrations, et même dans le cadre de ma pratique personnelle, j'étudie surtout la tradition bolognaise, comme je vous l'ai déjà cité juste avant. Pour vous présenter rapidement cette tradition d'escrime, elle nous vient de la ville de Bologne en Italie du Nord, et on considère que Filippo di Bartolomeo Dardi, enseignant en arithmétique et en géométrie à l'université de Bologne, en est le père fondateur. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'université de Bologne est la plus vieille université du monde, fondée en 1088 et toujours existante aujourd'hui, et personnellement, je trouve ça super stylé. Les maîtres d'armes les plus emblématiques de cette tradition sont notamment Achille Marozzo, qui publia un traité d'armes en 1536, même si c'est possible qu'il ait sorti une première édition en 1517, mais on l'a toujours pas retrouvé. Et Manciolino, qui publia un traité assez similaire en 1531. Et d'ailleurs, même si ça fait du mal à l'admettre pour les pratiquants germaniques, Joachim Meyer s'est certainement beaucoup inspiré de la tradition bolognaise pour faire ses propres traités d'armes, notamment sur l'épée dague. Et d'ailleurs, on considère que la tradition bolognaise se termine à partir du moment où ce n'est plus une épée de côté qui est présentée dans les sources, mais une rapière. On va commencer par voir les gardes qui sont présentés dans cette tradition. Nous avons d'abord la guardia alta, la garde haute, où l'épée est tenue simplement au-dessus de la tête comme ceci, prête à donner un coup de taille. Il y a ensuite la guardia di testa, la garde de la tête, où l'épée va être tenue devant soi, la lame légèrement inclinée sur le côté et vers l'avant. Ensuite, la guardia di fascia, la garde de face, qui est assez similaire à la précédente, mais ici, l'épée pointe vers l'adversaire, c'est donc une garde plus menaçante. On a aussi la guardia d'alicorno, garde de la licorne, qui est à peu près la même chose, sauf que l'épée est tenue légèrement sur votre côté droit et plus haute. Nous avons ensuite la coda longa e larga, la garde de la queue longue et large. Je ne veux aucune vanne là-dessus dans les commentaires. Que l'épée est tenue au niveau de votre hanche, la pointe vers le sol. Et enfin, on peut terminer sur la porta di ferro larga, la porte de fer large. C'est souvent une garde utilisée avec un petit bouclier, mais elle passe également à l'épée seule. Il y a évidemment beaucoup plus de gardes dans cette tradition, mais je vous ai présenté celle qui me paraissait pertinente avec uniquement une épée. Parce qu'il y a plein d'autres gardes où du coup vous avez les mains gauches, et là du coup ça change quand même tout. Bon, bien sûr, comme d'hab, les gardes servent surtout de repères pour faire vos enchaînements de coups. Comme je vous l'ai déjà dit, un coup commence par une garde et se termine par une autre. Pour ce qui est de la manière d'attaquer, l'escrime bolognaise va pas mal se concentrer sur des coups de taille, bien que les estocades, que l'on nomme punta, soient très largement présentes dans cette tradition. On va donc être ici sur des grandes tailles, en essayant de ne pas engager plus que le coude dans son attaque, pour ne pas être trop exposé à une riposte adverse. Si on est très bon et avec de la pratique, on peut aussi faire de simples moulinets avec le poignet, mais ça a quand même moins de chances d'occasionner des dégâts sur votre adversaire. Et comme je vous l'ai dit, engager carrément l'épaule ralentit votre geste et en plus le rend totalement visible, ce qui vous expose à une riposte adverse occasionnant une double touche, et ça, c'est de la merde. D'ailleurs, j'aime bien la réflexion que Manciolino fait à ce sujet-là. Aucune gloire ne ressort si tu es frappé quand tu frappes, et qu'ensemble vous soyez tous les deux vainqueurs et vaincus. Car il n'est pas voulu que l'ennemi participe à ta victoire, ou toi à sa honte. C'est très joliment dit. D'ailleurs, en parlant de joli, l'un des principes chez Manciolino, c'est de combattre avec élégance. Il dit que perdre en ayant été élégant et juste est plus noble que de gagner par chance en se battant aléatoirement comme un paysan. Oui, c'est lui qui le dit, je suis désolé. Voici donc tout ce que je peux vous dire sur cette fameuse arme qu'est l'épée de côté. Personnellement, je l'adore car elle est vraiment le parfait mélange entre les qualités de la rapière et d'une épée à une main médiévale plus classique, et en plus combattre avec une main gauche rend les échanges vraiment stylés. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite fortement à faire un tour sur le site Nimico, tenu par Aurélien Calonne, une référence dans le monde des AMHE pour ce qui est de l'escrime bolognaise. Il a publié d'ailleurs pas mal de traductions de maîtres d'armes italiens, je vous mets tous les liens en commentaire si jamais vous êtes intéressé. Et je le remercie d'ailleurs pour la relecture de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher un commentaire, la liker et la partager sur les réseaux sociaux. Ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur la page Utip si vous voulez soutenir la chaîne financièrement. Ça me permet notamment d'acheter les livres d'Aurélien. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice. Non, parce qu'en fait, je voulais voir si tu visais vraiment. Ah. Du coup, confiance absolue. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je voulais voir si tu visais vraiment. Confiance absolue en matériel Black Armory. Ouais, exactement. Mais c'était quand même jusque là. Hein. Attends, il y a un mur blanc derrière, tu pourras rajouter des explosions.